Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Notre rencontre d'aujourd'hui est un peu exceptionnelle. Je devrais être au Futuroscope pour vous y accueillir, comme je le fais depuis 13 ans, à la fois au nom du département de la Vienne et de son président Bruno Belin, à la fois au nom de la région Nouvelle-Aquitaine et de son président, le président Alain Rousset, mais aussi au nom de la Fondation pour la prospective et l'innovation, une fondation fille de René Monory, dont on connaît naturellement le rôle et l'importance dans la vie de ce département du Futuroscope. Nous sommes aujourd'hui donc réunis pour la 13e année, mais nous sommes réunis en ligne. C'est exceptionnel parce que le Covid nous impose ses contraintes et nous voulons respecter ces contraintes car nous mesurons la gravité de la situation. Et donc, nous sommes les uns et les autres responsables. Nous voulons débattre, nous voulons, comme tous les ans, surtout réfléchir ensemble, mais nous voulons respecter les règles qui nous sont dictées par nos autorités concernant la précaution sociale qu'il nous faut les uns et les autres assumer. Nous sommes donc aujourd'hui réunis pour ce rendez-vous avec naturellement la coopération de la région Nouvelle-Aquitaine qui me reçoit et qui reçoit un certain nombre d'intervenants aujourd'hui à Bordeaux dans son siège. Et je voudrais exprimer au président Rousset et aux élus de cette région toute notre gratitude. Mais rassurez-vous, nous n'avons pas l'intention de passer notre vie à faire des débats en ligne. On aime les discussions vives, on aime les échanges directs, on aime les réactions d'une salle, on aime cette ambiance que nous avons au Futuroscope, au Plaza. Et donc, dès que possible, et je l'espère dès l'année prochaine, nous serons à nouveau au Futuroscope pour la 14e édition de cette action et initiative de la Fondation pour la prospective et l'innovation, fondation créée par le président Monory et aussi par François Dalle pour animer autour du projet du Futuroscope une réflexion stratégique non seulement sur l'avenir de nos sociétés, mais aussi pour l'avenir du monde. En fait, pour la première fois, cette organisation en ligne nous permet d'avoir un impact plus international que précédemment, puisqu'aujourd'hui, parmi les centaines, voire les milliers de gens qui nous suivent, nous avons des participants d'Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Nous avons aussi beaucoup de gens d'Asie. Nous avons des gens de l'Europe de l'Est, de l'Europe de l'Ouest. Nous avons naturellement beaucoup d'amis africains. Et l'ensemble des continents se trouve rassemblé. Donc nous avons vraiment là, aujourd'hui, l'occasion d'avoir un débat très mondial sur l'état du monde et sur les déséquilibres de notre monde. Un certain nombre d'intervenants vont venir nous rejoindre. Certains sont à Bordeaux, d'autres sont partout dans le monde. Ils s'exprimeront par les technologies modernes pour pouvoir être en contact avec vous. En fait, nous aurons ce débat en anglais et en français, avec traduction simultanée. Et donc, dans les deux langues, les uns et les autres pourront s'exprimer et chacun pourra ainsi participer dans une langue qu'il peut maîtriser pour avoir vraiment un débat international. Bon, ce débat va s'articuler autour de plusieurs temps forts. Nous avons d'abord un premier temps fort qui va être à 14h45, une table ronde sur le confinement de la Chine par les États-Unis. Je vais y revenir, mais au cœur de notre réflexion aujourd'hui se pose la question de la tension entre les États-Unis et la Chine. La durabilité, la gravité, les conséquences de cette tension sur les différents continents, tout ceci nous interpelle et va
naturellement enclencher notre réflexion. Pour ce débat, nous aurons la participation de Jean-Paul Bedbez. Je remercie beaucoup Pascal Boniface, qui nous vient de très loin aujourd'hui, puisqu'il était encore hier au bout du monde. Mais je le remercie d'être avec nous. Il est le directeur de l'IRIS et il a cette profondeur d'analyse qui, naturellement, enracine un peu sa réflexion dans l'histoire du monde et donc dans ce que sont les profondeurs de nos tensions et pas seulement dans la superficie. Ali Laïdi, qui est chercheur à l'école de pensée de la guerre économique, qui intervient sur un grand nombre de sujets dans les médias et qui est, si je puis le dire, le grand professionnel de la guerre économique. Vous allez nous dire tous les secrets de la guerre économique et de voir comment aujourd'hui on fait la guerre par d'autres voies que les voies militaires. Et puis, nous avons Nicole Bacharan, qui, elle, nous parlera avec sa culture et sa connaissance des États-Unis. Elle est historienne, politologue, et puis elle est professeure, et elle nous pourra nous exprimer un peu ce qu'est aujourd'hui la sociologie politique des États-Unis dans ce grand débat. Et puis, symétriquement, si je puis dire, Caroline Puel, qui est écrivain, qui est journaliste, qui est enseignante, qui vit à Pékin, pourra nous dire aussi son avis sur les réactions de la société chinoise dans ce conflit, dans cette tension. Nous avons ce débat que nous allons animer pour 1h15, voire 1h30, suivant l'intérêt que nous porterons les uns et les autres à ces discussions. Ensuite, à 16 heures, nous aurons une intervention d'un ami du Futuroscope, puisqu'il en est le concepteur et qu'il en fut le directeur, de Thierry Breton, qui est commissaire européen chargé de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace, qui viendra s'exprimer pour nous donner un peu cette vision de l'avenir de l'Europe dans cette tension qui, aujourd'hui, structure un peu le monde. Au fond, on peut se poser la question, et je la poserai à Thierry Breton, est-ce que cette tension américano-chinoise n'est pas la chance de l'Europe? Est-ce que finalement, il n'y a pas là les circonstances pour créer un projet, une ambition, une nécessité européenne? C'est je dirais, réflexion que nous aurons avec Thierry Breton de 16h à 17h aujourd'hui. 1. Le confinement de la Chine par les États-Unis, avec nos amis ici présents. 2. L'Europe, un acteur indispensable, avec la voix de Thierry Breton. Et ensuite, nous demanderons à Isabelle Boudinot, qui est vice-présidente en charge de l'international, de bien vouloir conclure cette première journée. Je la remercie et je la charge de remercier et le président et les élus de la grande région, qui comprend naturellement le Poitou. Quand je dis comprend, ça veut dire que le Poitou en est naturellement l'essentiel. Et c'est à Isabelle Boudinot que nous donnerons le mot de conclusion de cette première journée. Et demain, nous aurons un premier débat sur les territoires face au risque de découplage. Nous recevrons Alain Rousset, Elisabeth Morin-Chartier, qui fut députée européenne, présidente de la région Poitou-Charentes, membre du Haut Conseil à l'égalité, Dominique Bussereau, ancien ministre, président du conseil départemental de la Charente-Maritime, et Marc Prikaski, qui est le président général de Seva Santé Animale, qui connaît bien le commerce international et qui connaît bien également la problématique des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, puisqu'il en est le président pour la grande région Nouvelle-Aquitaine. Nous verrons tous ensemble hein, l'impact de cette tension, de ce qu'on pourrait appeler, et ce que Jean-Paul Bedbez va appeler tout à l'heure, le découplage, de voir quel est l'impact de ce découplage entre les États-Unis et la Chine sur nos territoires. Puis nous aurons deux tables rondes, donc une avec les représentants d'autres continents, du continent africain, Premier ministre Fofana, avec Renaud Girard, grand reporter au Figaro, et avec Vladimir Yakunin,
qui est le président de Dialogue of Civilization, qui est une personnalité éminente de la vie publique en Russie. Nous verrons avec eux comment, dans ce monde fracturé, ils peuvent envisager la place d'un certain nombre de continents, notamment des grands pays continentaux comme la Russie ou comme l'ensemble du continent africain. Et puis, nous aurons 2 temps de conclusion, une réflexion générale avec le ministre français en charge du commerce extérieur et de l'attractivité, Franck Riester, qui va nous parler des ambitions du commerce international. Et je vois qu'il place le commerce international parmi les priorités du plan de relance, donc ce sera intéressant de voir comment, concrètement, matériellement, il peut supporter, au sens anglais du mot, supporter les entreprises dans leur effort de commerce et d'exportation. Et c'est aussi l'occasion de faire le point un peu sur l'importance de la mobilisation de notre pays dans cette situation internationale complexe post-Covid, ou encore en Covid d'ailleurs, pour laquelle nous devons donner une place au commerce extérieur dans l'attractivité de chacune des grandes nations. Le mot de la fin sera pour André Chieng, qui est le président de l'Asiatique européenne de commerce, président qui est biculturel, français, de culture française, diplômé d'une grande école française, ayant cette compréhension de la France, mais ayant des racines chinoises, vivant aujourd'hui à Pékin. Il nous fera un peu son commentaire sur la réaction, comme il le fait chaque année. Je sais que vous appréciez, pour tous les fidèles de notre rencontre annuelle, vous appréciez sa conclusion qui est toujours à la fois dense et souriante. Vous avez à nouveau l'occasion de l'entendre. Ce sera demain à 12h30. Voilà un peu le programme de nos travaux. Je voudrais vous remercier les uns et les autres de vous être à nouveau rassemblés. Je vous le dis et je vous le redis, nous souhaitons pouvoir continuer à nous rencontrer physiquement, et ce sera l'année prochaine au Futuroscope, nous le souhaitons tous, pour débattre de cet état du monde. Au fond, nous avons connu les uns et les autres un monde dans lequel, après la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, progressivement s'était installé ce que Hubert Védrine a appelé une hyperpuissance. Et cette hyperpuissance américaine semblait pouvoir à elle seule gouverner et intégrer un peu les problématiques mondiales et prenait sur ses épaules un certain nombre de problèmes mondiaux et assumait son rôle quelquefois de gendarme et quelquefois de moteur économique. Et puis, progressivement, étape après étape, on a vu ce monde bouleversé par des tensions nouvelles, des émergences de nouveaux pays, et par notamment l'émergence de la Chine, qui est sortie par sa stratégie de réforme et d'ouverture de son silence mondial, et progressivement s'est installée comme la deuxième économie du monde. On a même dit que depuis 2014, ça pouvait être la première en parité de pouvoir d'achat. Et donc la Chine est venue un peu troubler cette situation qui était cette situation dont on disait aux États-Unis qu'elle pouvait incarner la fin de l'histoire. Mais cette forme de tension nouvelle a été naturellement amplifiée par l'évolution de la politique américaine et par notamment la stratégie développée par le président Trump. Ce n'est pas nouveau qu'il y a une forte hostilité de la Chine dans la société américaine. On se souvient de Madame Hillary Clinton faisant campagne aux États-Unis pour les présidentielles quand elle était en primaire contre le président Obama, attaquant la Chine assez férocement. Mais une fois que le président Obama avait nommé Madame Clinton secrétaire d'État chargée de la politique étrangère, elle allait, comme d'habitude, as usual, elle allait à Pékin et elle faisait son marché. Et les choses étaient relativement apaisées. Là, le président continue sa stratégie d'offensive. Et on voit bien que cette stratégie résonne dans la société américaine, car les Américains sont fiers d'être la première nation et n'acceptent pas facilement de se sentir menacés. Et donc le rêve de contenir la Chine est un rêve
puissant qui dépasse les clivages entre républicains et démocrates. Et on sent bien que dans la société américaine, en profondeur, mais nos experts nous en diront plus tout à l'heure, il est clair qu'il y a là une volonté profonde d'essayer de limiter l'influence de la Chine et sa puissance économique. Dans ce contexte-là, les réactions de la Chine, naturellement, sont quelquefois puissante, révoltée, mais quelquefois aussi extraordinairement maladroite et quelquefois un peu recroquevillée sur elle-même. Donc tout ça crée des tensions et finalement, d'humiliation en humiliation, on sent une situation se détériorer et c'est une question qui nous est posée, qui est une question globalement grave puisqu'elle concerne finalement l'ensemble du monde et notamment notre Europe où on voit régulièrement l'Europe tensée par les uns ou les autres et demandant à avoir sa propre liberté alors que la Chine voudrait qu'on soutienne Huawei, que les États-Unis voudraient qu'on soutienne leur politique d'extraterritorialité, que finalement les uns et les autres demandent le soutien de l'Europe et que finalement notre destin risque d'être celui d'une balle de ping-pong recevant des raquettes d'un côté et des raquettes de l'autre. Et donc, nous avons vraiment là une réflexion à mener, d'abord sur le diagnostic que nous faisons sur cette tension, sur cette guerre qu'on pourrait peut-être appeler économique, mais en maintenant le mot guerre, puisqu'il y a quand même dans ce mot toute la gravité de la situation, mais au-delà de cela, il y a cette exigence européenne qui pourrait être la solution, la perspective, en tout cas un petit bout d'espoir dans un monde quelquefois un peu sombre. Et donc c'est ce débat que nous allons essayer d'engager avec un premier débat dans lequel nous entrons dans quelques instants sur cette tension et cette position et cette stratégie qui consigne à confiner un peu la Chine, vu du point de vue des États-Unis. Ce qu'un dirigeant chinois me disait récemment en disant qu'il était inacceptable, c'est Dai Bingo, qui était le conseiller diplomatique du président Hu Jintao, qui a représenté le président Xi Jinping aux obsèques de Jacques Chirac. Il dit, ce qui est inacceptable, c'est qu'un pays puisse plafonner notre développement. Nous ne voulons pas faire la guerre, mais nous ne voulons pas que notre développement soit plafonné par une autre nation. Et aujourd'hui, il est clair que les États-Unis ont l'idée de plafonner le développement de la Chine. Dans ce contexte-là, il y a un certain nombre de réactions qui sont des réactions qui nous posent à nous problème, nous qui avons des intérêts du côté de la Chine, des valeurs du côté des États-Unis et qui sommes donc en situation peu confortable sur toutes ces questions. Nous voulons réfléchir ensemble et je vous remercie beaucoup de consacrer du temps à cette réflexion, d'avoir choisi de participer, de vous inscrire à cette rencontre pour qu'on puisse ensemble frotter nos cervelles. Nous voyons bien que nous sommes dans une société qui a tendance à donner la priorité en permanence à l'immédiat. Mais nous voyons aussi que les forces qui animent nos sociétés de manière quelquefois souterraine sont des forces qui appellent des réflexions plus profondes que celles de l'actualité. Et nous avons besoin d'avoir une réflexion et des échanges approfondis. C'est l'ambition de notre forum annuel et je voudrais en conclusion remercier tous les experts qui participent à ces débats avec cette attitude intellectuelle rigoureuse de rechercher la vérité, mais avec le respect des uns et des autres, et à faire en sorte que la vision, au fond, de la diplomatie soit une vision qui recherche la paix, qui recherche l'équilibre et qui cherche à voir en profondeur la nature des événements. Il s'agit plutôt de comprendre plutôt que de prendre position, et la recherche au fond, de l'intelligence des choses, c'est ce qui nous anime ici et c'est ce qui anime la Fondation pour la prospective et l'innovation. Qui me soit permis, comme dernier mot, de remercier Serge de Gallet et toutes les équipes de la Fondation pour la prospective et l'innovation qui ont mis en place cette organisation. Vous l'imaginez, elle est un peu complexe. Nous allons essayer de faire en sorte que, malgré cette complexité d'organisation, nous puissions avoir des échanges profonds et authentiques. Merci à tous.
Je vous propose premier de nos débats. Le confinement de la Chine par les États-Unis. C'est une réflexion que nous allons engager à partir d'une prise de position de Jean-Paul Bedbez. Jean-Paul Bedbez, professeur, économiste, esprit particulièrement fin, président fondateur de Bedbez Conseil, qui a cette culture, mais aussi cet esprit et de finesse et de géométrie sur le plan des relations internationales, qui nous permet de voir l'impact du coronavirus qui, naturellement, bouleverse un peu, avec cette crise sanitaire, les équilibres du monde. Déjà, les équilibres étaient tendus. Cette crise ajoute des tensions. Et donc, nous voudrions qu'il nous donne un regard initial, un regard d'expectative, un regard, au fond, un peu de Sirius sur l'ensemble de ce sujet. La parole est à Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Les nouveaux déséquilibres du monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Pour faire peur? Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait donc les anciens déséquilibres, maintenant il y a les nouveaux. Les anciens datent de quand? Les nouveaux datent de quand? Les anciens amenaient quoi? Les nouveaux amèneront quoi? Les anciens, ça date, c'est vieux, hein? Janvier, avant le virus, avant le Covid-19. Et on pouvait se demander ce qui allait se passer à l'époque entre les États-Unis, fondamentalement, et la Chine, qui évoluaient chacun et qui se faisaient de plus en plus violemment en concurrence. Et puis maintenant, nous avons le virus, le Covid-19, partout, dans tous les pays du monde, avec plus de 20 millions de personnes atteintes, plus de 700 000 morts. Et on se demande, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Dans plusieurs mois. Qu'est-ce que ça va changer? D'ores et déjà, ça fait empirer toutes les relations mondiales. Ça fait inquiéter tout le monde, tout simplement d'abord parce que les économies s'effondrent, s'arrêtent. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer dans les économies et entre les économies? Et c'est même pour ça que l'on va se demander aujourd'hui quels sont les nouveaux déséquilibres du monde. Pour les regarder ensemble, je vous propose de regarder et de feuilleter une série de pages, une dizaine, et ensuite on verra comment se sortir d'affaire, justement avec les invités à Bordeaux. Merci. Feuilletons les pages. Avant le Covid-19, quelles étaient les inquiétudes que l'on pouvait avoir? Pour cela, faisons un calcul mécanique. Le PIB américain, 21 000 milliards en 2019, 2% de croissance. Le PIB chinois, 14 000 milliards, 6% de croissance. Simplifions et disons que le PIB chinois ralentit un peu, à 4%. Et à ce moment-là, le grand moment de rencontre, c'est 2040. Et dans cette situation, le PIB de la zone euro, d'une certaine manière, diminue en termes relatifs. Donc 2040, c'était le grand moment de rencontre entre les deux PIB chinois et américains. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme idée? Quels sont les risques que l'on pouvait craindre? Le grand découplage, chacun suivait sa voie. MAGA côté américain, BRICS et route de la soie côté chinois, mais c'était peu probable compte tenu des liens qui existaient déjà entre les deux. Grande prolongation des États-Unis qui poussaient au maximum leur machine économique, mais c'était également peu probable compte tenu du fait que, au fond, la croissance américaine était déjà très utilisée. Grande confrontation entre la Chine et les États-Unis, c'était effectivement l'interrogation majeure. La Chine jouait les BRICS, les routes de la soie, pour entourer les États-Unis, faisait du go en quelque sorte. La Chine faisait donc du go et les États-Unis essayaient de ralentir, de freiner, voire de ruiner, du poker. C'était le grand risque, l'inquiétude de tous, et la zone euro, de ce point de vue-là, avait une part relativement diminuée. Avec le Covid, les choses changent considérablement. D'abord, c'est un choc énorme qui apparaît pour tout le monde, mais c'est un choc différencié. En Chine, il y a plus 6% de croissance, mais il n'y a que 1% de croissance. Mais il y a toujours de la croissance. En revanche, la croissance se baisse de 8% aux États-Unis en 2020, de 10% en zone euro, 8% en Allemagne,
12% en France, 13% en Italie et en Espagne environ. Donc on a effectivement un choc énorme, mais différencié. Dans cette situation-là, on peut se dire, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Comment vont revenir les différentes économies après ce choc, après ce Covid? On a plusieurs hypothèses. La première, c'est que la Chine croît à 4% là, et continue de croître à 4% là, et donc elle passe de 6 à 4 dans les années qui arrivent. Les États-Unis, eux, retrouvent 1,5% de croissance, mais ils ont eu un choc énorme qu'il faudra, bien entendu, qu'ils récupèrent. À ce moment-là, la croissance a lieu entre les PIB chinois et le PIB américain, mais 10 ans plus tôt, en 2030. C'est donc plus difficile et plus tendu pour les Américains. Les tensions se mettent à monter. Autre situation, autre cas, la Chine décélère, mais pas tant que ça. Elle décélère à 5% l'an. Et à ce moment-là, le croisement des PIB américains et des PIB chinois aurait lieu en 2027. Tout ceci est bien entendu mécanique, et ça prouve bien que le Covid a des effets d'accélération des tensions, des difficultés prévisibles entre la puissance américaine et la puissance chinoise. Et dans tous ces cas, l'Europe souffre davantage. Voici donc l'idée. Nous sommes en 2027, les deux grandes puissances se rencontrent. Qu'est-ce que sont les nouveaux risques qui apparaissent à ce moment-là? Et comment réagir et comment peuvent réagir les différentes puissances? Dans tous les cas, donc, il y a moins de croissance mondiale, plus de dettes privées et publiques. Jusqu'où? Avec quel risque derrière? Côté américain, il y aura plus de bons du Trésor. Qui va les acheter? Côté chinois, il y aura des difficultés des entreprises privées et publiques. Il y aura aussi des difficultés des pays qui ont eu des crédits dans le cadre des routes de la soie. Est-ce que c'est tenable? Et côté européen, il y a des reprises lentes, il y a des tensions qui apparaissent, et il y a des difficultés spécifiques pour certains pays particulièrement touchés par le tourisme. On pense à l'Italie et à l'Espagne. Comment gérer donc tous ces écarts? Que faire à ce moment-là pour essayer d'aller mieux? La première chose à faire, c'est ne pas attendre une meilleure coordination mondiale. Ça viendra, mais après. Dans ce premier temps, il n'y a plus de tensions mondiales, et c'est la façon de gérer ces tensions qui est décisive. Pour atteindre un nouveau équilibre, au fond, il faut accepter un nouveau déséquilibre. La première chose qui apparaît, donc, c'est de dire que chacun va essayer de se renforcer, de renforcer ses chaînes de production en les rapprochant, mais aussi en les informatisant et en les digitalisant davantage. C'est obligatoire. Ensuite, États-Unis et Europe vont réduire leur dépendance vis-à-vis des pays étrangers, en particulier de la Chine, rapatrier les activités essentielles et en rapprocher d'autres, rapatrier pour les soins, rapprocher pour l'automobile, par exemple. Et États-Unis et Europe vont toutes deux renforcer leur capacité de traitement de l'information et de protection, tout simplement parce qu'elles ont vu ce qui c'était que d'être à ce point-là dépendant, entre parenthèses, sans le savoir. Dernier élément, avec le Covid-19, qu'est-ce qui va se passer en Europe? L'Europe voit de très près les risques d'éclatement qui pèsent sur elle. Elle va nécessairement emprunter plus au niveau de la zone, et ça c'est une nouveauté extraordinaire obtenue en juillet. Elle va uniformiser peu à peu ses fiscalités et la formation de ses salaires. C'est effectivement un autre mieux. Elle va organiser les transferts internes, enfin, avec des dons aux pays les plus atteints, à savoir l'Espagne et l'Italie. Elle veut aussi plus d'indépendance et de puissance. Elle ose dire qu'elle veut des champions mondiaux. Elle veut, en fait, peser plus pour éviter une bipolarisation dangereuse pour tous et pour elle, enfin. Voilà donc ces pages qui racontent ce qui aurait pu se passer et ce qui pourrait se passer. Ce qui aurait pu se passer, c'est que dans 20 ans, le PIB chinois égale le PIB américain avec les tensions qu'on imagine. Ce qui pourrait se passer, c'est que, effectivement, les tensions augmentent entre ces puissances, puis que d'autres puissances arrivent pour essayer de profiter des difficultés, des
problèmes, des interrogations, des crises. Et l'Europe, dans tout cela, qu'est-ce qu'elle fait? Pour le moment, elle souffre. Pour le moment, elle a une croissance qui a baissé et qui a des difficultés pour remonter. Mais en même temps, l'Europe se dit, mais c'est maintenant ou jamais pour moi. Maintenant ou jamais, parce que si je ne fais pas quelque chose pour moi, effectivement, je risque de disparaître, mais je risque de disparaître aussi pour les autres et pour le monde. Donc aujourd'hui, l'Europe se dit, c'est maintenant ou jamais que je dois servir pour tous. Merci. Je remercie beaucoup Jean-Paul Belbès de cette qualité d'intervention qui nous permet, je crois, d'avoir une vision assez juste de ce qui peut se passer finalement dans l'ordre mondial. Au fond, on voit bien qu'il y a ce risque de bipolarisation qui est posé, qui peut entraîner pour nous naturellement des stratégies qui seraient des stratégies d'évitement de cette bipolarisation, mais on voit bien qu'elles sont complexes et en partie elles ne dépendent pas nécessairement de nous. Et donc cette réflexion qui nous est proposée par Jean-Paul Belbès, qui doit aujourd'hui essayer de nous guider, parce que au fond, on voit bien que l'Europe peut être en position réactive face à une situation, elle pourrait peut-être aussi être en position proactive, c'est-à-dire d'anticiper et de faire le choix d'un pronostic. Et je voudrais, sur ce sujet, interroger Pascal Boniface en me félicitant de sa présence aujourd'hui parmi nous et en le remerciant très sincèrement de sa disponibilité pour la participation qu'il accorde toujours volontiers à nos débats et nos réflexions, pour essayer de voir avec lui si cette donne, au fond, de cette dialectique sino-américaine est structurante pour l'avenir, si c'est un phénomène qui va être surmonté, voire débordé, ou si au contraire, il faut qu'on s'habitue à cette situation-là, et si finalement on doit se poser la question aujourd'hui dans notre débat géopolitique, si nous devons, nous, Europe aujourd'hui, entrer dans une situation proactive pour essayer d'échapper à ce qui pourrait être une tenaille mondiale qui pourrait peut-être nous prendre en étau. Alors, dans cette réflexion, je voudrais remercier donc Pascal Boniface de sa participation et lui dire que nous sommes toujours très attentifs à ces réflexions. Merci, merci Jean-Pierre, merci aussi à Serge de Gallet pour avoir organisé tout ça. Et depuis déjà quelques années, le forum de la Fondation Processus Innovation et la rentrée intellectuelle avant le début de l'année, et je suis vraiment très heureux et très, très fier d'y participer. Je crois effectivement, comme vous l'avez dit Jean-Pierre, que la nature des relations entre la Chine et les États-Unis va être l'élément structurant de la géopolitique dans les années qui viennent. Il y a d'un côté, je crois, les questions sur le réchauffement climatique et de l'autre, la nature de leurs relations et les conséquences des relations entre Pékin et Washington. Et comme l'a dit Jean-Paul Belbès, le moment en Covid-19 a été un moment stratégique important. Ce qui était auparavant une rivalité, disons, traditionnelle entre la Chine et les États-Unis est devenu encore plus importante qu'elle n'était auparavant. Et le fait que, effectivement, l'accélération du rattrapage de la Chine, des États-Unis par la Chine, 2040, l'horizon du dépassement du PIB à 2030, explique pourquoi cela vient encore plus se greffer. Le titre, c'est le confinement de la Chine. Le confinement, ça fait penser au containment. Et effectivement, pendant la guerre froide, les États-Unis ont intelligemment choisi de faire un containment de l'Union soviétique plutôt que le rollback, plutôt que de repousser l'Union soviétique, qui était le containment était finalement une relation pacifique, non militarisée des relations avec l'Union soviétique, plutôt que la version militaire guerrière du rollback. On va repousser les soviétiques dans leurs frontières d'avant 1945. Ça, c'est vrai en termes stratégiques. On peut faire du containment dans un stratégique. On ne peut pas le faire en termes économiques. Et effectivement, comme vous l'avez dit dans votre introduction, Jean-Pierre,
Si la rêve américain est de contenir, de confiner la croissance économique chinoise, ils n'y parviendront pas. On peut empêcher l'URSS d'aller en Iran, d'aller en Europe de l'Ouest, d'aller en Grèce, etc., en faisant du containment. On ne peut pas empêcher la Chine de croître économiquement. Et effectivement, et on voit bien que tous les efforts que fait Donald Trump sont plutôt contre-productifs et que le rattrapage est inéluctable. Et que effectivement, la Chine va dépasser économiquement les États-Unis, alors que c'est 2030, 2040, peu importe, on n'est pas à 10 ans près, mais c'est quelque chose qui est inacceptable pour les États-Unis. Et il ne faut pas qu'on ait l'illusion de penser que tout va s'arranger par miracle, au cas où, ce qui n'est d'ailleurs pas certain, le 3 novembre, Joe Biden emporte l'élection par rapport à Donald Trump. Parce que l'opposition à l'égard de la Chine, l'opposition structurelle, le refus de voir la Chine croître, est certainement le seul élément de la politique étrangère de Donald Trump qui est accepté par les démocrates. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les États-Unis dominent le monde depuis 1945 et que si on part du principe que l'on commence à être conscient de l'actualité à partir de 15 ans, certains ne le sont toujours pas beaucoup plus tard, mais disons qu'en moyenne, à 15 ans, on commence à s'intéresser à l'actualité, ça veut dire que tous les Américains nés après 1930 sont habitués à être le premier pays du monde et qu'ils trouvent illégitime, inadmissible, insupportable qu'un autre pays puisse les dépasser, si en plus il est asiatique et si en plus il est communiste, même si on pourrait beaucoup débattre sur le fait que est-ce que la Chine est plutôt un régime nationaliste ou un régime communiste. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet. Et si en plus on part quand même que les États-Unis, depuis l'éternité, depuis leur création, se sont vécus comme un pays différent, comme la cité qui brille sur la colline, comme la destinée manifeste, etc., effectivement, ce n'est pas acceptable de leur point de vue, que la Chine puisse se dépasser, c'est illégitime. Et donc, cela crée une frustration, une crispation, parce qu'ils trouvent que c'est anormal et inacceptable. Et du coup, il y a cette tentation, effectivement, de dire on le refuse, mais on ne peut pas empêcher la marée, on ne peut pas empêcher la croissance d'un pays, et les procédés qui sont mis en place vont plutôt affaiblir les États-Unis. Et en fait, dans le débat, Donald Trump, dans la campagne électorale, n'arrête pas, et tous ses partisans n'arrêtent pas de dire que Joe Biden est le candidat de la Chine. Je pense, à l'inverse, que les Chinois sont ravis d'avoir Donald Trump parce qu'il gère tellement mal la politique étrangère des États-Unis que finalement, il laisse le boulevard à la Chine. Il se retire de l'OMS, les Chinois arrivent en force. À la limite, il y a au moins Bill Gates pour compenser. Trump traite ses alliés comme des vassaux. Et donc, effectivement, il y a cette réalité. Mais en même temps, on peut, si on prend un peu le profondeur historique, il y a maintenant une quarantaine d'années, 50 ans plutôt, pardon, 50 ans, deux Américains, pas toujours très populaires, mais qui ont eu l'intelligence des situations, Nixon et Kissinger, se sont inquiétés de la montée en puissance de l'URSS comparativement au déclin du fait de la guerre du Vietnam, disons Irak, Afghanistan aujourd'hui, des États-Unis. Qu'ont-ils conclu à l'époque, effectivement, avant que l'URSS connaisse son propre déclin, l'URSS était dans les 60 en pleine croissance. Eh bien, ils ont conclu que cette croissance soviétique devait les conduire à une détente avec l'Union soviétique. D'où le sommet du 26 mai 72 à Moscou, les accords SALT et une politique en disant il faut intelligemment trouver un moyen d'accommodement avec les États-Unis, avec l'Union soviétique. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que les responsables américains, aussi bien républicains que démocrates, puissent être en mesure de dire il faut trouver un terrain d'accommodement avec la Chine et que finalement la croissance de la Chine n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les Américains. Nous pouvons y gagner. Quel pourrait être l'objectif d'un président américain? C'est peut-être s'assurer du bien-être de sa population et pas forcément vouloir imposer un leadership mondial qui est de moins en moins accepté et qui a coûté très cher, non seulement aux États-Unis, mais aussi aux peuples qui ont dû le subir. Et vous avez posé la question, effectivement, l'Europe par rapport à tout cela et la France par rapport à tout cela. Et on voit très bien dans le débat comment cela naît. On voit très bien
qu'il y a une concentration d'attaques sur la Chine et que de plus en plus on est sommé de reprendre un discours américain à l'égard de la Chine. Mais nous ne sommes pas les États-Unis. Lorsque j'ai commencé il y a déjà très longtemps à travailler sur les questions stratégiques, le PIB français représentait 4 fois le PIB chinois dans les années 80. Aujourd'hui, le PIB chinois est 3 à 4 fois supérieur au PIB français. Ça a bien sûr changé la nature de nos relations avec la Chine. Mais est-ce que l'on se sent pour autant agressif à l'égard de la Chine? Est-ce que l'on a un sentiment de revanche par rapport à la Chine? Non. Nous devons nous adapter à cette nouvelle donne parce qu'aucun président français s'est dit « je vais stopper la croissance de la Chine ». Nous n'avons pas cette illusion-là. Et le président américain peut avoir cette illusion. Et donc, effectivement, le rapport de force a changé. Mais en même temps, nous ne sommes pas en lutte pour le leadership mondial par rapport à la Chine, contrairement aux États-Unis. Et donc, nous n'avons pas à embrayer cette bataille avec les Américains, surtout que le président qui nous demande d'être à ses côtés n'a pas cessé de nous maltraiter sur le plan commercial, sur le plan stratégique. Le président Macron lui avait demandé de faire front commun parce que nous avons des reproches à faire à la Chine. Nous avons des querelles sur le plan commercial, sur le plan des droits de l'homme, mais au moins faisons front commun sans être les passagers sur le siège arrière du driver américain, ce qu'on nous demande d'être. Donc quels sont les intérêts européens? Quels sont les intérêts français? Est-ce qu'aujourd'hui, bien sûr, nous n'avons pas le même système politique de la Chine? Quand le général de Gaulle a reconnu la Chine, on peut dire que les différences étaient encore plus importantes. Et moi, je suis un peu surpris que l'on soit plus sévère avec le système chinois aujourd'hui qu'on ne l'était du temps de Mao Tse-tung, où pourtant il me paraît que la condition d'un Chinois au quotidien, sur le plan des libertés de circulation et l'économie, était quand même moins importante. Il y a 150 millions de Chinois qui, avant le Covid, partaient à l'étranger, ils rentrent tous. Du temps de Mao, le Chinois qui voulait partir à l'étranger ne rentrait pas chez lui. Donc oui, bien sûr, je ne ferai pas une comparaison entre le système démocratique occidental et le système chinois. Mais cessons de penser que c'est toujours un système totalitaire, comme du temps de Mao Tse-tung, du temps où, dans un couple, l'homme ou la femme n'osait critiquer le régime de peur d'être dénoncé par son conjoint. Il y a pas un système démocratique en Chine. Il y a beaucoup de choses à dire sur Hong Kong, sur les Ouïghours, évidemment, mais ce n'est pas un système totalitaire, c'est un système autoritaire. Et la grande différence. Et nous devons, en tant qu'Européens, faire valoir nos intérêts. Notre intérêt n'est pas d'être le partenaire junior des États-Unis dans leur combat pour la suprématie mondiale à l'égard de la Chine. Et sur bien des points, les États-Unis menacent notre souveraineté autant que la Chine. Ce n'est pas la Chine qui a condamné les entreprises françaises à des milliards d'amendes en fonction de législation extraterritoriale. Je laisse Ali Laïdi, qui est bien plus savant que moi sur ce sujet, le fait d'en parler. Donc, nous devons faire valoir nos intérêts et je crois qu'il est important aujourd'hui de ne pas oublier ce que nous sommes des démocraties, mais de ne pas être enrôlés dans un combat qui n'est pas le nôtre par rapport à les États-Unis qui se sentent en déclin par rapport à la Chine. Et donc, faisons valoir nos valeurs européennes, dont par exemple le multilatéralisme. Nous avons des valeurs occidentales, certes, mais le multilatéralisme n'est pas tout à fait une valeur partagée entre les États-Unis et l'Europe. La protection du climat, etc., n'est pas. Nous avons aussi des sujets de différence. Et je pense qu'il est important par rapport à cela que nous ne soyons pas les idiots utiles du combat et qu'on ne soit pas enrôlé dans un combat qui n'est pas le nôtre. Et nous devons faire voir nos intérêts, notre souveraineté et nos valeurs. Effectivement, nous avons des divergences avec la Chine, mais pour autant, je crois que notre intérêt n'est pas de partir en guerre économique, stratégique, idéologique, intellectuelle avec la Chine, faire valoir nos différences, mais ne pas être les idiots utiles d'un combat qui n'est pas le nôtre. Merci Pascal Boniface. Vous êtes assez fidèle à votre ligne gaulo-mitterrandienne, au fond, d'indépendance dans cette affaire qui est au fond la capacité d'avoir un regard sur les États-Unis qui ne soit pas le regard du siège arrière, mais qui exige que notre indépendance soit respectée, ce qui est un problème. Indépendance vis-à-vis des États-Unis, comme vis-à-vis d'ailleurs de la Chine. Nous y reviendrons parce que c'est un point très important. Vous dites ne pas partir en guerre avec les États-Unis. Alors, Ali Laïdi, est-ce que c'est possible pour l'Europe de ne pas partir en guerre?
vous êtes un spécialiste de la guerre économique. Au fond, c'est une nouvelle version un peu des conflits. On voit bien que le monde est fait de conflits et que l'évolution des choses fait que maintenant, terrorisme, différentes formes d'action, cyberattaques ici ou là, on voit bien que la guerre prend des formes qui sont très différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, cette tension entre les États-Unis et la Chine peut être qualifiée de guerre économique? Est-ce que nous pouvons nous-mêmes être, je dirais, dans une sorte de protection dans cette guerre, ou est-ce que cette guerre va nous ronger, comme en général ronge toutes les guerres? Merci, Premier ministre, pour votre invitation. Merci à la Fondation pour cette invitation. Donc, je vais répondre très rapidement et très simplement à votre question. Les États-Unis et la Chine sont en guerre économique parce qu'ils ont mis en place des infrastructures d'État pour mener la confrontation économique, et je vais y revenir. Par contre, en face, l'Europe n'a pas compris ce qu'était la guerre économique. Et j'ajoute que la guerre économique n'est pas une nouveauté. J'ai rédigé un livre qui part du néolithique pour montrer que le concept de guerre économique a toujours existé. Simplement, nous, Européens, on le découvre depuis la chute du mur de Berlin et on l'assume maintenant depuis simplement quelques mois. Alors, je vous ai dit très clairement, Pékin et Washington disposent d'outils de guerre économique qu'ils ont mis en place quasiment en même temps. Alors, je vais d'abord commencer par les États-Unis. Souvenez-vous, monsieur le Premier ministre, quand le mur tombe, on s'est un peu moqué des Américains en disant, après tout, c'est pas vous qui avez gagné la guerre froide, c'est deux puissances économiques qui étaient en très bonne santé à l'époque, l'Allemagne et surtout le Japon. Le Japon qui a mis en place une stratégie économique qui lui a permis de prendre sa revanche sur la défaite militaire, de prendre sa revanche sur l'économie. Et ce qui se passe en ce moment entre les États-Unis et la Chine, on l'a connu au début des années 90 dans un rapport États-Unis-Japon, où là, les Américains refusaient le leadership économique mondial qui était en train de prendre le Japon. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire la fin des années 80 et début des années 90, avec Bush père et ensuite le président Clinton, pour dire ce qu'a très bien dit Pascal Boniface, cette régularité des administrations américaines, républicaines ou démocrates en ce qui concerne la guerre économique, eh bien, c'est essentiellement le président Clinton qui va mettre en place des outils, réformer son administration pour pouvoir affronter le nouveau paradigme qui est la compétition économique internationale. À tel point que son secrétaire d'État, Warren Christopher, va devant le Congrès américain en janvier 1993 et demande au Congrès américain les mêmes moyens qu'ils ont eus pendant des années pour lutter contre l'Union soviétique. Nous voulons les mêmes moyens pour faire face à l'hypercompétition économique qui s'ouvre. Donc on est bien dans ce que les Américains appellent leur priorité nationale numéro 1 à partir du début des années 90, c'est de défendre leurs intérêts économiques, et ils mettent en place les moyens pour défendre leurs intérêts économiques, notamment l'Advocacy Center, qui est un système de réseau entre tous les départements américains pour faire en sorte que les Américains remportent, les entreprises américaines remportent les plus grands appels d'offres internationaux, mais aussi engager directement les services de renseignement américains dans la lutte économique. Et on a vu un certain nombre de rapports du Parlement européen sur l'utilisation d'échelons, qui est le système d'écoute international mis en place en 1945 avec d'autres pays pour écouter l'Union soviétique et ses affidés. Eh bien, ce système échelon, le Parlement européen l'a dit en 2000 dans 2 rapports, est utilisé par les Américains pour espionner les grandes entreprises européennes afin de remporter les marchés. Et un homme comme James Woosley, qui a dirigé la CIA de 93 à 95, dit bien dans un article qui est titré « Why we spies our allies ?» Pourquoi nous espionnons nos alliés? Il le dit en 2000 dans l'Herald Tribune, nous vous espionnons parce que votre Dieu, c'est Jean-Baptiste Colbert et le nôtre, c'est Adam Smith. Et quand on a pour Dieu Jean-Baptiste Colbert, forcément, vos produits sont pourris. Et pour vendre des produits pourris, il faut corrompre. C'est ce qu'il dit exactement dans l'article. Vous pourrez. Donc, les Américains mettent en place des structures administratives pour mener la guerre économique. Et en même temps, à cette époque, les Chinois, eux,
étudie la manière dont les Américains ont mené la guerre du Golfe en 91. Et il voit comment l'information a pris une place extraordinaire dans cette guerre du Golfe, dans deux dimensions principales. D'abord la dimension technique, c'est-à-dire comment faire en sorte que votre ennemi soit aveugle, sourd et muet, donc détruire ses infrastructures d'écoute, et ensuite l'information comme outil pour remporter la bataille de l'opinion internationale lorsqu'on mène une guerre. Et donc, deux colonels de l'armée chinoise étudient cette manière dont les Américains, dans ce qu'on a appelé à l'époque la révolution militaire américaine, ils étudient la manière dont l'US Army a mené cette guerre, et ils ont conclu dans un livre qui paraît en Chine en 92-93, regardez l'avance qu'ils ont sur nous, 92-93, qui sera publié plus tard aux éditions Payot et qui s'appelle « La guerre hors limite », ils étudient ça et ils disent, à partir de 92-93, que les futures guerres ne seront pas forcément létales, mais que les futures guerres seront des guerres économiques, des guerres financières, des guerres culturelles, etc. etc. Donc, ils se préparent déjà à ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre économique. Donc, on a deux puissances qui s'affrontent et qui vont vraiment s'affronter de manière frontale, parce qu'à partir du moment où la Chine annonce, à travers notamment China 2025, qu'elle désire être la première puissance économique mondiale, évidemment, comme l'a dit Pascal Boniface, ça fait peur aux Américains et ils vont refuser. Et nous sommes au centre, l'Europe. Et l'Europe n'a aucune pensée stratégique sur ce qu'est l'affrontement économique. Donc l'Europe est nue. Or, qu'est-ce qui va se passer dans ce combat titanesque entre les États-Unis et la Chine? C'est que d'abord, on va être au menu de ce combat. On ne sera pas derrière, on sera au menu. Donc, on sera le plat de résistance, parce qu'ils vont se battre évidemment sur l'Asie. Ils commencent depuis des années à se battre sur l'Afrique, etc. Mais le plat de résistance, c'est l'Europe. Donc, comme l'a dit Pascal et comme l'a dit Bedbez, il y a eu une réaction. Moi, ça fait des années que je vais à Bruxelles pour essayer de comprendre est-ce que Bruxelles a une stratégie d'influence économique, une stratégie d'affrontement économique? Il n'y en a pas. Quand vous demandez les textes doctrinaires à Bruxelles, en ce qui concerne la sécurité des Européens, ils vont vous fournir des textes sur la lutte contre le terrorisme, sur la lutte contre la prolifération nucléaire, un petit peu maintenant sur la problématique du changement climatique. Mais quand vous leur dites à un moment quels sont vos textes qui protègent la sécurité économique de 500 millions de citoyens, il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas. Donc, on est nus. On est au menu de ces deux géants et il va falloir, de fait, engranger de la pensée, de la stratégie pour faire face. Alors, depuis 2016, on le note à Bruxelles, il y a eu un certain nombre de textes de communication sur les outils de défense économique de l'Europe, mais c'est encore très timide. Il manque une pensée stratégique. On a un certain nombre de signaux qui nous laissent croire qu'il y a un réveil. Souvenez-vous ces premiers mots à la suite du déconfinement sur l'Europe qui cessera d'être naïve. Ça, on l'a entendu de la part de Thierry Breton, que vous allez écouter, etc. Donc, c'est bien qu'elle a été naïve jusqu'à présent par rapport à ces problématiques. Et puis, on a un certain nombre de textes, comme celui de Joseph Borrell, qui est donc le diplomate européen, qui publie un texte en février et qui dit « Oui, nous, Européens, nous devons reconnaître que nous avons failli sur cette question. Oui, nous, Européens, nous constatons que nos alliés ne jouent pas franc jeu vis-à-vis de nous sur le plan économique, etc. Oui, nous, Européens, il va falloir qu'on réutilise la force dans les relations économiques. » Donc, il y a un réveil à Bruxelles, il y a un réveil à Paris, vous le sentez à Bercy, etc. Toute la question, c'est comment se remettre à penser ensemble, collectivement, au niveau français, au niveau allemand et ensuite au niveau collectif en Europe, pour penser cet affrontement économique qui s'annonce et qui risque de faire de nous vraiment le plat de résistance de ce menu. Merci beaucoup de cette belle intervention, Ali Laïdi. En fait, on voit bien qu'il y a deux sujets quand même. D'une part, le fait qu'il faut mener en fait un rapport de force
donc bâtir un rapport de force, mais d'autre part, se pose la question de la confiance des alliés. Et là, on voit bien que aujourd'hui, il n'y a pas d'alliés sur ce sujet. Et qu'on l'a vu dans un certain nombre de débats, on ne pouvait pas compter sur les Américains pour pouvoir défendre nos propres intérêts. Alors, je vais demander à Nicole Bacharan, historienne et politologue, en la remerciant beaucoup d'être avec nous, elle qui enseigne à Sciences Po et qui a une connaissance profonde des États-Unis, si d'une part, elle voit dans cette tension entre la Chine et les États-Unis un phénomène durable, et donc au fond, si cette logique du confinement, c'est-à-dire du plafonnement un peu du développement chinois, si elle voit cette stratégie-là se poursuivre, et notamment dans le cadre du débat électoral et politique du 3 novembre prochain, est-ce que finalement on peut anticiper une situation qui serait un peu différente, où finalement une élection de Joe Biden ferait que on pourrait reprendre confiance en partie avec les alliés. Et donc, puisqu'au fond la confiance est aujourd'hui rompue, est-ce que Joe Biden pourra rétablir la confiance? On sait bien que sur ces questions-là, les avis sont partagés, et on est très heureux d'entendre l'avis de Nicole Bacharan, et notamment sur la durabilité de cette tension. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre accueil, de votre invitation et de me passer la parole. I will just say a few words to greet in English, the English-speaking participants, so that they feel we all can discuss. Simplement dire quelques mots pour dire bonjour aux orateurs anglais et dire que je parlerai dans les deux langues. Entre les États-Unis et la Chine, j'aimerais considérer deux sujets, deux aspects, puisque nous sommes, et vous l'avez très bien rappelé, Monsieur le Premier ministre, en période électorale, l'élection américaine est toute proche. Quelle est cette Amérique qui, dans les années à venir, se retrouvera face à la Chine? Et puis d'autre part, et vous avez aussi abordé cette question, qu'est-ce qu'on peut attendre de différent ou de semblable au cas où Joe Biden serait élu, ce qui n'a effectivement rien d'acquis. La première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que nous avons affaire à une démocratie américaine très malade, tragiquement malade, j'ai envie de dire, et qui ne va pas se remettre de cette situation par un miracle électoral. J'ai écouté, et je pense que vous avez été un certain nombre à le faire, les deux conventions démocrates et républicaines, et la convention républicaine va s'achever ce soir, et on voit bien qu'on a deux mondes, deux réalités parallèles et qui ne se croisent pas. Le monde décrit par les démocrates, avec la situation américaine, les intérêts américains, les projets américains, et le monde décrit par la convention républicaine de Donald Trump, qui est un monde où le virus disparaît, où l'économie prospère, où les États-Unis sont respectés dans le monde. Ces deux univers-là sont irréconciliables. Et le 3 novembre, il y aura un vote. J'ai envie de dire, en fait, le 3 novembre sera le dernier jour pour voter, puisque le vote par correspondance, le vote anticipé, va prendre beaucoup de place. Et de toute manière, quel que soit le résultat, ces deux visions de l'Amérique et de son rôle dans le monde ne vont pas disparaître. Et ça rendra l'avenir, au moins l'avenir immédiat, le gouvernement immédiat, extrêmement difficile. Par ailleurs, il est peu probable, j'ai envie de dire peu probable, qu'on ait les résultats de l'élection américaine le soir du 3 novembre. On voit déjà que Donald Trump s'apprête à contester un résultat qui lui serait défavorable, que la question du décompte, de la validité des bulletins de vote envoyés par la poste peut faire l'objet de 1001 procédures judiciaires au niveau des villes, au niveau des États, qui pourraient faire qu'on ait les deux camps revendiquant la victoire et qu'on attende des semaines, peut-être avant que ça ne se stabilise. Et je crois que l'essentiel à retenir de ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette élection américaine, c'est que la démocratie américaine n'ira pas bien en 2021 et que c'est un pays qui a des ressources, qui a des ressorts à la fois culturels, économiques, technologiques, politiques qui sont importants
mais on est dans une période vraiment sombre et qui mettra beaucoup de temps à se rétablir. Sur la question de la rivalité avec la Chine, de l'inquiétude face à la montée économique de la Chine, oui, c'est effectivement, et je crois que ça ressort de votre intervention, M. Raffarin, de celle de Pascal Boniface comme celle de M. Laïdi, ça ne va pas disparaître. Je voudrais apporter quelques éléments au-delà du caractère, dit-on, insupportable pour les États-Unis de voir leur crainte de perdre leur supériorité, leur suprématie économique. C'est tout à fait réel, c'est un élément qui existe, qui est fort. On le voit à travers le rôle du dollar, à travers le rôle des lois extraterritoriales, à travers la brutalité des guerres commerciales. C'est vrai, mais ce n'est pas qu'une rivalité économique. C'est une rivalité politique, c'est une rivalité idéologique, c'est une rivalité stratégique et militaire. Et à cet égard, et également en matière de commerce, les reproches, disons, que les États-Unis en général, ne parlons pas simplement de Donald Trump, font à la Chine sont assez largement partagés sur l'espionnage industriel, sur le vol de la propriété intellectuelle, sur la manipulation de la monnaie, sur les subventions aux entreprises publiques, etc. Ce qui rend, disons, le commerce pas très équitable dans certains cas, c'est quand même assez largement partagé à travers le monde et notamment par nombre de pays européens. Quand on prend la situation en mer de Chine du Sud, l'avancée chinoise sur des îles qui sont en train d'être militarisées alors que ce sont des territoires contestés, là on voit que l'Inde, l'Australie, le Canada, et les pays asiatiques limitrophes de la Chine prennent eux aussi tout cela assez mal et sont assez inquiets. Et puis, il y a cette éternelle histoire que l'on a pu décrire beaucoup dans la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, de la compétition culturelle et idéologique qui joue un rôle évidemment dans la domination économique, commerciale ou militaire. Ce sont des éléments qui sont utilisés, qui font partie de cette guerre économique que M. Laïdi décrivait très bien. Alors c'est vrai que si on prend la présidence Donald Trump, sa stratégie, elle est quand même, j'ai envie de dire, minimale. C'est la stratégie du moi d'abord, qu'il s'agisse de lui ou de son pays, mais il n'y a pas de vue à long terme. On se souvient comme il a couvert de louanges Xi Jinping, jouant même avec l'idée que oui, c'est pas mal finalement d'avoir un président à vie, et comme au fond, il a été quasi inexistant sur la question des camps où sont internés les Ouïghours, ou même sur la question de Hong Kong. La question de Hong Kong qui préoccupe beaucoup de pays, elle est presque absente de la politique de Donald Trump. Par contre, c'est vrai qu'il fait de la Chine un argument électoral extrêmement simplifié. Il ne cesse de parler du virus chinois et de la politique extrêmement dure qu'il mène ou qu'il va mener. Mais ça n'appartient pas qu'à Donald Trump. Je pense par exemple à la fermeture du consulat chinois à Houston. C'est une ville où j'ai vécu des années et des années. Je peux vous dire que tout le monde savait que le consulat chinois à Houston était un nid d'espions. Ce n'est pas le seul consulat, et d'autres nationalités, où disons que les activités de surveillance et de renseignement sont quand même très présentes. Mais la stratégie de Donald Trump, elle est simplette, j'ai envie de dire, et elle est à court terme. Il est sorti du projet de partnership transpacifique et évidemment, et cela a déjà été dit, il néglige, méprise et maltraite les alliés, ce qui ne lui donne pas particulièrement une position de force face à tous ces défis qu'il y a dans la montée de la Chine sous différents aspects. Alors, si Joe Biden était élu, et encore une fois, c'est une hypothèse. Déjà, Joe Biden aurait fort à faire pour gouverner des États-Unis dans la crise démocratique que j'ai essayé de résumer et de décrire. Mais c'est tout à fait juste de dire qu'une forme d'hostilité à la Chine est très largement partagée aux États-Unis et que ça ne disparaîtrait pas. Que la question des pratiques commerciales,
des avancées militaires, de la rivalité idéologique ne disparaîtraient absolument pas avec Joe Biden. La question des droits de l'homme serait plus importante sous Joe Biden, évidemment, que sous Donald Trump, qui honnêtement ne s'en préoccupe pas. Par contre, ce que les Chinois peuvent espérer, c'est une politique qui est un projet, qui est une cohérence, qui est une rationalité. Il est quand même beaucoup plus, si ce n'est confortable, mais intellectuellement, politiquement, il est quand même beaucoup préférable de traiter avec un rival, voire un adversaire, dont on connaît les objectifs et la rationalité. C'est cela que la Chine peut espérer. Et aujourd'hui, on voit bien, et je ne sais pas si vous partagerez tous mon point de vue, mais que de la part du gouvernement chinois, des leaders économiques chinois, comme des médias chinois, on sent qu'il y a une volonté de calmer un peu le jeu. Les déclarations sont moins brutales, moins répandues à l'encontre des États-Unis, comme si, au fond, les différents dirigeants chinois attendaient l'élection, jouer la montre, comme on dirait dans un match, pour voir ce qui va arriver ensuite et pendant cette période électorale tellement volatile aux États-Unis, ne pas provoquer de la part de Donald Trump une réaction brutale dans un domaine ou un autre et peut-être irréversible. Et je conclurai cette petite intervention en disant un mot de l'Europe. Vous l'avez dit de différentes manières. D'abord, l'Europe n'est pas prête à cette guerre économique, mais elle peut le devenir. Elle a un rôle à jouer, elle a une place à prendre réellement. Et peut-être que l'accord sur la relance européenne avec ce lien fort franco-allemand qui a été le moteur de l'accord est un début. En tout cas, on peut l'espérer, mais il ne faut pas penser que tous les intérêts européens pourraient être découplés des intérêts américains. Et comme pour les Chinois, je pense que l'intérêt des Européens, c'est d'avoir une direction américaine claire, cohérente, et qui est un projet à plus de 3 semaines ou 1 an. Et en ce sens, c'est cela qu'il faut peut-être espérer de cette élection, mais en sachant bien que ça ne résoudrait absolument pas tous les problèmes que nous évoquons aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Madame Bacharante, parce qu'au fond, il y a dans votre intervention beaucoup de sujets qui nous interrogent, y compris de manière très sophistiquée. Je pense par exemple au débat à l'intérieur de la Chine sur cette volonté dont vous parliez à l'instant d'essayer de calmer le jeu. Je pense qu'il y a des gens qui sont pour être assez offensifs, et je pense qu'il y a des gens qui sont pour calmer. Souvenons-nous de la pensée traditionnelle chinoise qui consiste à avancer ses pions sans faire peur. Or là, on est dans une situation où la Chine, avec les routes de la soie, avec un certain nombre de processus, a, dans un certain nombre de pays, fait quelque part peur. Et donc, on n'est pas là tout à fait dans ce que Deng Xiaoping recommandait, de tâter les pierres en traversant les rivières. Donc, il est possible qu'il y ait aussi en Chine un certain nombre de débats sur ces questions-là. Et c'est, je crois, quelque chose qui pourrait peut-être être éclairci par Caroline Puel, qui nous rejoint, que je voudrais saluer en la remerciant d'être ici. C'est un peu paradoxal, elle qui a des racines dans cette belle région Nouvelle-Aquitaine. Elle est aujourd'hui en Chine, elle vit à Pékin, écrivain, elle a fait un superbe livre sur les 30 ans qui ont transformé la Chine, elle est enseignante et elle est journaliste. Et je pense qu'elle a peut-être cet avis sur, premièrement, comment les Chinois ressentent cette tension, voire cette guerre, et quel est leur type de mobilisation, et pense-t-il finalement qu'il y aurait eu des erreurs de fait par une Chine qui aurait été trop prégnante sur la situation du monde, d'une part, et d'autre part, est-ce que finalement Donald Trump n'est pas le candidat de la Chine aux élections, parce que finalement, on voit que Donald Trump, par ses maladresses,
d'un côté, fait qu'en Europe, on a une certaine distance à créer. On n'aime pas l'extraterritorialité, même si on n'oublie pas que Obama a sa part dans cette situation. Mais finalement, Trump permet aujourd'hui à l'Europe de prendre quelques distances avec les États-Unis, parce que les États-Unis ne montrent pas une grande affection vis-à-vis de l'Europe. Et donc, comment, chère Caroline, vous sentez la perception de cette situation? Est-ce qu'en Chine, on pense que c'est quelque chose de conjoncturel qui passera après les élections, ou est-ce qu'au contraire, on est dans une nouvelle donne internationale et que cette nouvelle donne internationale, il faut l'intégrer? Caroline, c'est à vous. Merci, Monsieur le Premier ministre, de me donner une nouvelle fois la parole, et merci à toute l'équipe de la Fondation. Écoutez, les Chinois s'attendaient quand même à cette guerre économique et à ces tensions croissantes avec les États-Unis, puisque vous le rappeliez tout à l'heure, lorsque finalement le grand projet du réveil de la Chine a commencé à être mis en place, donc au milieu des années 70, puisque c'est l'ancien Premier ministre de Mao, Zhou Enlai, qui avait finalement donné en 1975 un petit peu le point de départ, en demandant qu'avant la fin du XXe siècle, la Chine ait rejoint le concert des grands États occidentaux, en tout cas le niveau des grands États occidentaux. Eh bien, Deng Xiaoping a donc mis en place cette politique de réforme et d'ouverture, mais avec une recommandation qu'il avait synthétisée dans ce qu'il appelait la stratégie du canard. C'est-à-dire que lorsque vous observez un canard sur un lac, il a l'air tout à fait calme, mais si vous le regardez sous la surface, vous pouvez constater qu'il peut palmer extrêmement vite. Et donc, cette espèce de vieille stratégie chinoise, qui est un petit peu d'avancée masquée, a été un petit peu tout ce qui a été mis en place pendant les années 80 et 90, et qui quelque part a trouvé un aboutissement avec l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001. Et puis là, effectivement, le deuxième objectif, qui était d'ailleurs déjà donné par Deng Xiaoping de son vivant, qui était donc le rattrapage des États-Unis par la Chine. Et à cette époque-là, comme nous le rappelait en début de colloque M. Vedbez, c'était un objectif mi-21e siècle, donc oui, à peu près 2050, 2040, etc. Mais il y a eu évidemment des événements extérieurs qui ont joué un rôle d'accélérateur extrêmement important au cours des 20 dernières années. Le premier d'entre eux, évidemment, a été la grande crise de 2008, qui a eu en fait un effet multiple, puisqu'à cette époque-là, la Chine était encore, et j'allais dire uniquement, l'usine du monde. Donc, elle agaçait, elle était l'objet de critiques, mais elle n'inquiétait pas encore véritablement totalement les États-Unis, même s'ils avaient commencé à mettre en place donc cette politique de confinement avec les nations voisines, le Japon, l'Inde, etc., pour retarder son développement. Mais en 2008, en fait, on a assisté un petit peu à ce que Madison, l'historien l'historien économique, avait qualifié de grand retournement. Il y a eu une première phase de grand retournement en 1815, qui est le moment où, avec la révolution industrielle, eh bien, les nations occidentales ont commencé à émerger, et la Chine est alors tombée de son piédestal de première puissance économique mondiale, avec donc aujourd'hui cet objectif de retrouver cette position. Et puis en 2008, eh bien, ça a été un petit peu le retour de balancier, puisque d'un coup, les grandes puissances internationales, occidentales, ont été tirées vers le bas par la crise économique, financière, et au même moment, les États émergents, les BRICS, avec la Chine donc au premier plan, ont été propulsés beaucoup plus rapidement que prévu comme élément moteur de la machine économique. Et donc essentiellement la Chine dans ces années-là. Et puis au même moment, le modèle américain a commencé à s'effriter, puisqu'on a vu donc cette faiblesse de l'économie néolibérale.
L'Europe elle-même avait ses problèmes avec la crise de l'eurozone. Et la Chine, à ce moment-là, a engagé une nouvelle stratégie, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus assumée, qui a été effectivement cette stratégie de grande puissance, qui était en quelque sorte justifiée, appuyée sur ce fameux rapport du FMI, disant qu'en termes de parité de pouvoir d'achat, elle était peut-être dès lors la première puissance économique mondiale. Et donc est arrivé ce raccourcissement de calendrier. On est passé de 2050-2040 à 2025. Le projet des routes de la soie a été officiellement lancé, même si quelque part il y avait déjà des liens qui existaient avec tous ces pays. Et évidemment, cet affichage de puissance a fait peur et explique en grande partie, évidemment, les réactions de l'administration américaine et portées par Donald Trump donc à partir de 2016. Autre élément important, la Chine, dans cette dernière décennie, donc au cours des 7 dernières années, est vraiment rentrée dans cette idée de pouvoir maîtriser totalement la 4e révolution industrielle, puisqu'elle avait raté le coche de la première et de la seconde, ce qui avait donc expliqué le succès des pays occidentaux donc au 19e siècle et jusqu'à ces derniers jours. Et pour cela, évidemment, le cœur du sujet, c'était la maîtrise de tout ce qui dépend de ce qu'on appelle communément la 5G, et puis également tout ce qui va être dérivé donc, de l'économie Internet. Et on s'aperçoit qu'effectivement, en l'espace de 5 ans, dans beaucoup de domaines, les Chinois sont devenus, avec cette stratégie de lourds investissements, numéro 1, avec parfois la possibilité d'être concurrent même d'autres sociétés chinoises et non plus forcément américaines ou européennes. Et puis avec des coups d'éclat, comme on l'a vu il y a 2 jours, où on s'est aperçu par exemple qu'une société jusque-là inconnue en Europe et aux États-Unis, qui s'appelle ANT, et donc une filiale du groupe Alibaba, va réaliser donc une capitalisation boursière qui va la mettre au premier niveau des banques mondiales, à peu près au même niveau que JP Morgan, qui était la grosse banque américaine, ou à peu près 20 fois la Société Générale. Donc ce sont des opérations évidemment où là la Chine commence à se positionner sur des questions de maîtrise en fait des technologies. Et je pense que de ce point de vue-là, on l'a évoqué, il n'y a pas eu encore jusqu'à présent véritablement de prise de conscience suffisante au niveau européen des enjeux qui étaient représentés par ce monde de la 5G et plus généralement donc des dérivés Internet. Pascal Boniface l'évoquait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une nécessité absolue sur le plan européen de pouvoir devenir maître nous-mêmes de nos propres standards dans ces domaines clés du numérique et de ne pas dépendre des 2 géants et de nous trouver entre les 2 pour nous faire dévorer ou prendre les coups ou piller nos propres technologies. Et il y a aussi une forme de peur ou d'incompréhension de la part du public. Je le voyais en France où j'étais encore il y a quelques jours, par exemple par rapport à la 5G, où vous avez aujourd'hui à peu près 1/3 seulement du public qui comprend l'importance et l'enjeu de ces nouvelles technologies et qui, quelque part, ne se situe pas forcément dans une volonté de s'investir davantage dans ce domaine. Donc, il y a là-dessus effectivement une nécessité absolue de communication et de mise en place d'une stratégie européenne, comme l'évoquait M. Laïdi. Lorsque vous posez la question aussi de quel est finalement ce grand dessein chinois, est-ce qu'il est véritablement purement militaire, de domination? Moi, je n'en suis pas persuadée. D'après tout ce que j'ai pu lire dans les textes stratégiques chinois, l'idée est plutôt celle de, malgré tout, d'être dans un univers pacifié, mais à la chinoise, qui permettent de faire du commerce, de s'enrichir,
mais évidemment donc dans une zone d'influence qui sera aussi grande que possible, mais avec un point de vue, une organisation de la société qui est quand même très différente de celle que nous avons en Europe, comme on peut le concevoir sur le plan des libertés, sur le plan du mode de vie, ou sur le plan de certains standards. Donc, il y a aussi une très grande importance donnée en Chine, en dépit des chiffres qui nous situent, Européens, sur un plan inférieur, sur le plan de la croissance, par rapport à ce qu'on voyait dans les courbes en début de colloque. Il y a malgré tout une forme de respect de la part des Chinois sur cette identité européenne que nous manifestons peut-être sans le savoir, mais qui est quand même le reflet d'une histoire aussi, d'une civilisation qui quelque part partage un petit peu l'autre bout du continent. Et il y a de ce point de vue-là aussi des similitudes et donc une volonté aujourd'hui que l'on constate de la part de la Chine, puisque les tensions sont fortes avec les États-Unis, de tenter un rapprochement avec l'Europe. Alors on le voit particulièrement puisque vous avez en ce moment le ministre des Affaires étrangères chinois qui est en Europe justement, Wang Yi, et on parle d'une possibilité de rencontre à la mi-septembre, une rencontre virtuelle entre une nouvelle fois le président Macron, Angela Merkel, Madame Ursula von der Leyen et puis le président chinois Xi. Tout cela, évidemment, montre une volonté de rapprochement stratégique, donc dans le cadre des tensions qui existent actuellement avec les États-Unis. Mais il n'y a pas quand même un empressement majeur à solidifier les choses. Et par exemple, sur un dossier clé qui est celui des investissements étrangers en Europe, que les Européens aimeraient donc voir signés par les Chinois, il n'y a pas, semble-t-il, d'avancée majeure, puisque les Chinois eux-mêmes restent prudents et n'ont pas envie de trop s'engager en attendant donc les fameuses élections du mois de novembre aux États-Unis. Puis j'ajouterai un dernier élément qui me paraît quand même assez fondamental, qui est le rôle que peut jouer la Russie dans ces rapports de force divers. C'est vrai qu'on a enterré trop tôt la Russie à sa naissance dans les années 90. On voit aujourd'hui sa renaissance. Et il ne faut pas oublier qu'avec sa géographie, donc à la fois européenne et asiatique, elle est vraiment le chaînon manquant entre les deux mondes, européens et chinois. Et d'ailleurs, les Chinois le ressentent bien, qui continuent à entretenir une relation assez forte avec la Russie, en particulier ces jours-ci. Mais à nous, Européens, de comprendre aussi ce rôle clé que pourra jouer la Russie dans les prochaines années et dans le cadre de ces rapports de force. Mais encore une fois, ça ne pourra se faire qu'avec une Europe vraiment unifiée, ayant une stratégie claire et capable justement de se faire respecter dans ce nouveau paysage international. Merci beaucoup, Caroline Puel, de cet très intéressant message et au fond qui pose sans doute une question, je dirais un paradoxe important. Je vais interroger Pascal Boniface sur ce sujet. Quand on voit combien la Chine est concernée par la tension avec les États-Unis, on est un peu surpris de voir, comme le dit Caroline à l'instant, que finalement, elle ne fait pas de gestes forts, qu'elle a une certaine prudence dans sa relation avec l'Europe. Et au fond, il y a un certain nombre de dossiers qui sont attendus par les Européens qui n'avancent pas vraiment dans la coopération avec la Chine. On pourrait s'attendre aujourd'hui à ce que la Chine cherche à être un peu plus séductrice vis-à-vis de l'Union européenne. En résumé, derrière cette question, Pascal, est-ce que, au fond, pour l'Europe, une politique balancée est possible ? Un peu d'États-Unis, un peu de Chine, au fond, de se servir de cette dualité
pour avoir des points d'accord, mais des points de désaccord, l'extraterritorialité, l'Iran avec les États-Unis, et avec la Chine, des points d'accord et puis des points de désaccord sur le 17+1, le 17+1, ou par exemple la question posée par Caroline Puel sur les investissements étrangers. Comment voyez-vous cette perspective, y compris cette relation entre la Chine et l'Europe, pour essayer de sortir un peu d'une tension paralysante? Oui, il y a, effectivement, les Chinois font à la fois des efforts, mais ne vont pas jusqu'au bout de cette logique. Ils font des efforts en disant nous sommes pour le multilatéralisme sur certains dossiers, notamment le dossier quand même qui est, je dirais, aussi important que les relations Chine-États-Unis, le dossier du changement climatique, du réchauffement climatique, de la dégradation climatique, où là, effectivement, ils ont fait des efforts que n'ont pas fait les États-Unis, sur lesquels l'actuel président est revenu. Peut-être que Biden, lui, là, il pourrait éventuellement y avoir un vrai changement de la part des États-Unis si Biden était élu. Mais ils ne vont pas jusqu'au bout, effectivement, sur le respect de la propriété intellectuelle, sur les barrières non tarifaires, sur le commerce. Pourquoi ? Parce que ils se protègent leurs intérêts qu'ils n'ont peut-être pas. Du coup, là, prennent le risque de dire il y a un moyen. Ils ne font pas ce qu'ont fait les États-Unis dans les 70 en cassant, en divisant la Chine et l'URSS, qui étaient déjà divisés. Donc, ils pourraient jouer cette carte européenne. Ils ne le font pas, sans doute en pensant aussi que les Européens sont idéologiquement, structurellement liés aux États-Unis. Et on le voit bien là où beaucoup de gens disent Trump est un mauvais moment à passer, les choses reviendront à la normale très rapidement. Et donc, il faut ne pas l'alliance des démocraties, etc. Mais la vérité, c'est que nous avons du mal, pas seulement sur la relation Chine-États-Unis, mais sur bien des points, c'est que l'Europe, et Ali Lali l'a très bien dit, c'est que nous avons encore du mal, nous, Européens, à définir nos intérêts. C'est qu'on a encore du mal à dire, on le voit par rapport à la Russie, on le voit par rapport à plein de sujets, c'est que on regarde encore, dans votre livre, vous le dites très bien, c'est que lorsque la Commission européenne définit la Chine comme un rival systémique, c'est plus la reprise d'arguments américains que un vrai travail d'approche des relations Europe-Chine. Et vous l'écrivez, c'est combien de sommets européens, de discussions européennes ont été consacrés à la Chine. Bon. Et donc, on a encore du mal à faire valoir nos intérêts. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, est-ce que cette nouvelle commission va changer? Est-ce qu'un effet positif du Covid-19, il y a eu quand même... L'Europe a bougé. Le plan de relance, quelles que soient les insatisfactions que l'on peut avoir, est quelque part inespéré par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Et moi-même, dans mon livre sur le géopolitique Covid-19, j'ai changé de chapitre sur l'Europe en cours de route parce que j'étais parti très pessimiste et je vois quand même que l'Allemagne a bougé, etc. Donc, est-ce que finalement, Trump, les différentes citations vont nous ramener à la réalité? Le Covid-19, c'est que, sujet par sujet, est-ce que nous ne devons pas définir nos intérêts sans tenir compte du grand protecteur américain, dont, très honnêtement, la protection stratégique par rapport à la menace soviétique n'est plus nécessaire. On vit sur l'habitude d'une protection américaine sur bien des points. De la guerre d'Irak à autres, les États-Unis sont plus déstabilisateurs que stabilisateurs sur le plan stratégique. Mais les habitudes ont la vie dure. Nous vivons dans une dépendance psychologique, culturelle, stratégique à l'égard des Américains, ce qui n'est pas sain, ni pour eux, ni pour nous, et qu'il n'est pas question de rompre avec les Américains. Nous avons beaucoup de choses à faire, mais il faudra au moins avoir... On a besoin d'eux sur des sujets importants, comme par exemple le renseignement, les informations qui protègent nos soldats en Afrique. Oui, mais ça ne doit pas suffire pour faire de nous les muets du sérail, parce que les Américains ont aussi besoin de nous en termes de renseignements sur d'autres sujets. Et là, effectivement, on entend souvent cet argument, on ne peut pas, et quel que soit le président d'ailleurs, comme on a besoin du renseignement américain en Sahel, il faut surtout pas critiquer la NSA, etc. Eh bien non, ça ne suffit pas. On a besoin d'eux, mais ils ont besoin de nous, et nous devons être adultes et
faire valoir nos arguments. Et cela, peut-être, commence à venir, mais ce n'est pas encore suffisamment le cas. Et là, il y a une maturation à faire. Et il est certain aussi, disons-le franchement, il y a eu plein d'articles récemment sur les stratégies d'influence de la Chine ou les stratégies d'influence de la Russie en Europe. Enfin, comparons quand même ce qu'est le soft power chinois, le soft power russe et le soft power américain. On est dans un cas en division d'honneur, dans l'autre c'est la Champions League. Ça n'a rien à voir quand même. Mais ça reste quand même très marqué dans nos références culturelles. On a vu la NSA venir faire une visite de promotion à Paris assez soignée. En fait, merci à Pascal Boniface, merci à l'ensemble de nos acteurs et oratrices, à Nicole Bacharan, à Caroline Puel et à Ali Laïdi,